Les années à venir seront plus volatiles d'un point de vue économique et financier. C'est le message de ce livre, votre livre. Bastien Drue, bonjour. Bonjour. Responsable de la stratégie et de la recherche économique chez CPRAM. Turbulence dans l'économie mondiale aux éditions De Bock Supérieur. Coécrit, il n'est pas tout seul, avec Tia Baldeschi et Juliette Cohen dans les équipes. On a eu beaucoup de volatilité ces dernières années. Pour certains, c'était une parenthèse. Pour vous, finalement, c'est un nouveau paradigme. Alors, le terme est un peu galvaudé, je sais. Mais c'est vrai qu'on a quand même eu, en termes de volatilité, on a eu la crise sanitaire, la crise climatique et toujours là, la guerre en Ukraine. Donc, ce n'est pas une parenthèse, c'est un nouveau régime de croisière pour vous. Oui, c'est ça l'enseignement un petit peu de ce livre? Exactement. La thèse du livre, c'est qu'on a vécu des années qui ont été relativement tranquilles, finalement. Ce qu'on appelait la grande modération entre le milieu des années 80 et puis on va dire la crise financière de 2008, avec assez peu de volatilité économique, que ce soit l'activité ou l'inflation, il y avait assez peu de volatilité et on est rentré dans une zone de turbulence, une zone pendant laquelle... 2008-2009, c'est ça le point de départ? C'est le point de départ, c'est la crise financière de 2008. Ensuite, on a eu la crise de la zone euro, puis après, on est passé sur la crise Covid. Il y a eu l'invasion de l'Ukraine par la Russie, et puis on a vu tout un tas de pénuries à la fois de matières premières et puis aussi de main-d'œuvre qui se sont généralisées sur les dernières années. Et la thèse du livre, c'est de dire que ces périodes de pénurie, finalement, vont se généraliser, vont s'installer dans le temps. Ce n'est pas quelque chose qui est juste apparu sur 2022 ou sur 2023, c'est vraiment quelque chose qui va perdurer dans le temps et on va vivre une période de volatilité économique qui sera bien plus importante sur les années à venir que celle qu'on a pu voir sur les années 80, 90 et sur le début des années 2000. Qui avait permis d'ailleurs une baisse des taux longs. Si on regarde la courbe, les taux longs dans le monde entier ont baissé. De façon continue, oui, parce que l'inflation a été relativement stable. Exactement. Et relativement facilement. Donc on est entré en plein ma crise. On passe d'une crise à une autre. Qu'est-ce qui a changé, je me pose la question, dans la mondialisation depuis le Covid? Parce que beaucoup avaient dit on va se déglobaliser, on va se régionaliser. Et finalement, on a le sentiment que la déglobalisation, moi je ne l'ai pas bien vue, et qu'on est un peu revenu à business as usual. Alors on en parle beaucoup de la déglobalisation, mais elle n'existe pas encore. Il y a un mouvement de déglobalisation, mais quand on regarde la part des échanges de biens et de services en pourcentage du PIB mondial, c'est encore extrêmement élevé. Il n'y a pas encore eu de déglobalisation. Puis de toute façon, il suffit de regarder les déficits commerciaux à la fois de l'Europe et des États-Unis avec la Chine pour voir qu'ils ont complètement explosé. On a des déficits commerciaux extrêmement forts avec la Chine. Donc pour l'instant, il n'y a pas eu de déglobalisation. Donc qu'est-ce qui a changé alors dans cette mondialisation depuis le Covid? Bien compris lors de la période Covid que les chaînes d'approvisionnement étaient fragiles et qu'il faut sécuriser les chaînes d'approvisionnement. On a pu voir ça notamment pour tout ce qui concernait le matériel médical pendant la crise Covid, parce qu'il y a eu des délocalisations d'un certain nombre de produits à la fois médicaux et puis des équipements médicaux. On a encore eu des pénuries de médicaments en début d'année. Et oui, c'est quelque chose qui a perduré et maintenant on voit une volonté finalement de remédier à ces fragilités dans les chaînes d'approvisionnement en relocalisant petit à petit certains biens qu'on considère comme stratégiques. Bon, donc le ou les cycles économiques à venir seront différents des cycles économiques du passé, avec l'idée que c'est, puisqu'on parle de pénurie, que c'est l'offre. On a souvent parlé de la demande qui dictait finalement les cycles économiques. C'est l'offre qui va, et moins la demande, qui va dicter l'évolution des cycles à venir. Mais là, on est vraiment rentré dedans avec la période Covid. Ce qui était très spectaculaire, par exemple, c'est tout ce qui est relatif aux semi-conducteurs. La pénurie de semi-conducteurs qui a été extrêmement forte et généralisée partout dans le monde. Si on regarde, par exemple, la production de voitures en Allemagne, c'est quand même un gros producteur automobile, l'Allemagne. Production automobile en 2022, elle était 26% en dessous de ce qu'on a pu voir en 2019, qui était la dernière année pleine avant la crise Covid. Et là, on voit vraiment que que la production est complètement finalement volatile et pénalisée par les pénuries de matières premières et notamment de certains composants, dont les semi-conducteurs. Donc on va rester dans une économie de pénurie. On peut dater, non, je ne pense pas. Pendant combien de temps? Et donc énergie, semi-conducteurs, vous l'avez dit, médicaments, main-d'œuvre, on peut être aussi la main-d'œuvre dedans. Je veux dire. Tout à fait, il y a la main-d'œuvre qui joue un rôle très important. On a un phénomène démographique très important qui est le vieillissement de la population. Et ce qu'on ne souligne peut-être pas assez en Europe, c'est le fait qu'il y a un grand nombre de personnes qui quittent le marché du travail en Europe. Actuellement, la population en âge de travailler dans la zone euro, elle baisse d'à peu près 1 million par an.
Donc rien qu'en Allemagne, c'est un demi-million de personnes qui quittent chaque année le marché du travail. Ça crée des trous très importants dans les effectifs des entreprises. Si on prend les dernières enquêtes de la Commission européenne, on voit qu'il y a à peu près un quart des entreprises européennes qui disent qu'elles limitent leur production parce qu'elles font face à des pénuries de main-d'œuvre. Et ça, pour le coup, c'est inflationniste. Et ça, c'est complètement inflationniste parce qu'on a eu une période de grande modération salariale, notamment parce qu'il y avait la concurrence finalement de la main-d'œuvre qui était délocalisée, qui mettait une pression baissière sur les rémunérations. Là, on est passé dans une phase où on va plutôt avoir de nouveau du pouvoir de négociation de la part des employés parce que justement, le pool de travailleurs est en train de diminuer progressivement en Europe. Mais il n'y a pas qu'en Europe, c'est également le cas au Japon, mais aussi en Chine. Est-ce qu'on pourrait ne jamais revoir une inflation à 2% pour toutes les raisons, raison de transition énergétique qui va coûter de l'argent, de vieillissement démographique est-ce qu'il faut tirer un trait alors, les banques centrales ne l'avoueront jamais, mais est-ce qu'on peut peut-être ne jamais vraiment, sauf si récession évidemment Ce qui est à peu près clair maintenant, c'est que sur la décennie 2010, on a eu une inflation qui était extrêmement faible dans les pays développés. Et là, cette période-là, c'est plutôt celle-là qui était vécue comme une parenthèse, qu'on comprend plutôt comme une parenthèse. Et on revient maintenant avec une inflation qui va redevenir plus élevée que ce qu'on a vu sur les années 2010. À cause des phénomènes démographiques, le pouvoir de négociation des employés qui va être plus important, à cause aussi de la transition énergétique qui va causer une augmentation des prix, notamment parce qu'il va y avoir des pénuries de certaines matières premières qui sont nécessaires pour la transition énergétique. Malgré tous les chocs qu'on a vécus depuis maintenant 4 ans, il y a une grande résilience de l'économie mondiale. Au prix d'une dette qui a explosé, une dette globale des acteurs privés et publics, qui crée cette fragilité sur fond de remontée, des taux d'intérêt, d'inflation. Il y a quand même un cocktail instable qui est là, dans le fond aussi, qui crée aussi de la volatilité sur le cycle. Oui, la dette publique a fortement augmenté sur, on va dire, les 10 dernières années, les 15 dernières années. C'est consécutif à la crise financière de 2008. C'est vraiment le point de départ d'une forte remontée du ratio dette sur PIB dans les pays développés. Tout ça, c'était relativement facile quand les taux d'intérêt étaient soit à zéro, soit en territoire négatif. Les États arrivaient facilement à refinancer leurs dettes. Les choses vont devenir maintenant plus compliquées parce que les niveaux de dette sont beaucoup plus élevés et les taux d'intérêt sont en train de remonter également, tout simplement parce que les banques centrales sont en train de lutter contre l'inflation. Et justement, c'est peut-être un moment, peut-être que les banques centrales vont devoir finalement arrêter ou mettre en pause leur mouvement de resserrement monétaire, précisément pour éviter un emballement de la dette publique. Ouais, on finit là-dessus, Bastien. Plus de turbulences économiques, c'est tout l'objet de ce livre. Ça signifie aussi plus de turbulences, plus de volatilité sur les actions, les obligations, les matières premières aussi. Tout à fait. C'est lié. Oui, tout à fait. C'est ce qu'on a vu, par exemple, lors des guerres commerciales de Trump. On voyait que ce qui est très lié à finalement tout ce qu'on vient de se dire. Dès qu'il y avait des décisions relatives à la guerre commerciale de l'administration Trump, on avait beaucoup de volatilité sur les marchés de change, sur les marchés actions, etc. Bon, très bien à lire. Il faut lire Turbulence dans l'économie mondiale aux éditions de Bock Supérieur, signé Bastien Dru, Laetitia Badeschi et Juliette Cohen. Merci. Merci.